à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de Rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler d'Internet, un outil qui change profondément notre rapport au monde. Nous sentons bien sûr son influence sur notre vie quotidienne, mais de manière plus large, le numérique joue un rôle toujours plus important dans l'activité économique d'un pays. Alors, comment l'hégémonie des États-Unis influence-t-elle la hiérarchie dans le cyberespace et quelles sont les conséquences de la numérisation de l'économie chinoise? Et l'Europe risque-t-elle de rater la révolution numérique? Aujourd'hui, nous allons discuter de toutes ces questions avec notre invité. Avant cela, je vous invite à regarder ce reportage. Si la Chine est aujourd'hui la deuxième économie de la planète, elle est aussi un véritable carrefour de son développement. Le 5 mars 2015, le Premier ministre Li Keqiang lançait le plan d'action Internet+, dont l'objectif est d'intégrer l'Internet mobile, l'informatique en nuage, les mégadonnées et l'Internet des objets dans les industries traditionnelles. Une volonté de réinitialiser non seulement l'économie chinoise, mais aussi la société chinoise tout entière, en créant de nouveaux modes industriels dans l'agriculture, l'énergie, la finance, les services publics, l'e-commerce, les transports ou encore l'intelligence artificielle. Après son arrivée en Chine en 1994, Internet s'est développé très rapidement et le cyberespace pénètre aujourd'hui tous les aspects de la vie sociale et économique du pays. Dans le rapport d'activité 2016 du gouvernement, Li Keqiang a ainsi dévoilé le programme Internet plus gouvernement qui vise à améliorer l'interaction digitale entre les citoyens et les institutions étatiques et à faciliter, grâce à l'utilisation du numérique, les démarches administratives pour les particuliers et les entreprises. L'avenir de l'Internet chinois était également en discussion lors de la visite du président Xi Jinping aux États-Unis en septembre 2015. À Seattle, Xi Jinping avait rencontré les dirigeants des plus grandes sociétés de technologie de la Silicon Valley. Un président chinois qui attache une importance toute particulière à l'économie numérique et souhaite qu'elle devienne le moteur de la coopération sino-américaine. La Chine et les États-Unis sont aujourd'hui à l'avant-garde de l'Internet mondial, mais les immenses possibilités de coopération et de développement entre les deux pays sont encore largement sous-exploitées. Avec ses champions du web comme Alibaba, Baidu et Tencent, la Chine est déjà le premier marché mondial pour Internet et un véritable Eldorado pour les entreprises high-tech américaines. 700 millions d'internautes chinois qui représentent une gigantesque opportunité pour les entreprises chinoises et américaines, mais aussi une formidable occasion de rapprocher les deux pays. Merci de nous retrouver. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau M. David Gosset. Vous êtes sinologue et le fondateur du Forum Euro-Chinois. Vous enseignez actuellement à l'école sino-européenne de commerce et vous venez de publier un article avec M. Romano Prodi, l'ancien président de la Commission européenne, qui s'intitule « Une Chine numérique et son influence pour l'Europe ». Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup de l'invitation. Alors, la première question, comment avez-vous eu l'initiative ou eu l'idée d'écrire un article concernant le numérique à ce moment? Écoutez, tout simplement parce que je pense que toute cette question numérique est absolument centrale pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et absolument centrale pour regarder la distribution ou redistribution de puissance au XXIe siècle. Parce que de manière traditionnelle, quand on réfléchissait sur les problèmes stratégiques, je suis un spécialiste des relations internationales, évidemment, il y avait tout ce qui se passe sur la Terre, évidemment la mer, les problématiques liées à la mer, les routes maritimes, etc. L'air, c'est très important, et puis l'espace, plus récent, disons, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. On se souvient de la rivalité entre l'Union soviétique et les États-Unis dans ce domaine. Et puis, disons, depuis une trentaine d'années, 20 ans, on a ajouté une nouvelle dimension à ce grand jeu stratégique qui est le cyberespace. Donc il est très important de comprendre qu'on joue dans un jeu à 5 dimensions et non plus 4. Et donc réfléchir sur le cyberespace. Et ce qui me frappe depuis de nombreuses années, c'est que quand
les gens parlent du numérique chinois. Quand je dis les gens, le monde occidental regarde le numérique chinois, je pense que souvent il manque l'essentiel, c'est-à-dire où il s'attache à des choses qu'ils considéraient comme des limitations ou des choses plutôt négatives, alors que je vois une construction du numérique chinois qui est une tendance puissante et très largement positive. Et donc c'est pour ça que nous avons décidé, avec M. Prodi, avec lequel nous échangions des idées depuis de nombreuses années sur ce sujet, d'écrire un article. Vous avez justement évoqué une sorte de nouvel ordre mondial numérique dans votre article. Alors, vous êtes d'accord pour dire que les États-Unis exercent une véritable hégémonie dans le cyberespace? Oui, alors je n'utiliserai pas le terme hégémonie. Hégémonique, peut-être un rôle, disons, dominant. Et alors, même si c'est vrai que les premiers pas de l'Internet, on le doit au gouvernement, à des initiatives gouvernementales américaines, le fondateur étant, comme vous le savez, un Britannique appuyé par un Belge en 1989, techniquement le début du web, de la toile. Et c'est vrai que plus que les États-Unis, le gouvernement, ce qui est très important, ce qui est très intéressant à observer, c'est la puissance de feu, je dirais, des Américaines, des compagnies, des entreprises américaines. Évidemment, tout le monde connaît et regarde et observe parce qu'en un sens... utilise les produits. Tout à fait. Une entreprise comme Google ou Twitter ou Facebook, Expedia et bien d'autres, Uber, dont on va parler parce qu'il y a une compétition entre ces entreprises américaines et les entreprises du numérique chinoises qui est très importante, qui est très intéressante à observer. Donc, je dirais domination américaine, mais avec un véritable G2 qui, à mon avis, s'est mis en place. Dans le domaine du numérique, on ne parle pas de G8, on ne parle pas de G20, c'est un G2 États-Unis et Chine. En fait, vous êtes en Chine depuis plus de 20 ans, vous êtes très proche de la Chine depuis plus de 20 ans. Et pourquoi l'Internet en Chine a pu connu un développement aussi rapide? D'abord, je pense parce que le gouvernement chinois, les stratèges chinois ont compris que le cyberespace devait être une priorité parce que c'est véritablement, derrière le cyberespace, il y a véritablement un enjeu de puissance. Donc, je crois que la Chine a intégré depuis le tout début, la fin des années 80, début des années 90, cet aspect stratégique de l'Internet. Et puis, pour des raisons diverses, spécifiques à la Chine, vous avez pu construire, on a vu l'émergence d'entreprises numériques chinoises avec une portée maintenant globale. Prenons Alibaba dans le domaine du commerce électronique. Alibaba, je disais Google. Google a été créé en 1998. Monsieur Jack Ma a créé Alibaba en 1999. Et en 2014, c'est bien une entreprise numérique chinoise qui, quand elle est à New York, ça a été la plus grande rentrée en bourse de l'histoire de la bourse de Wall Street. 25 milliards de fonds qui ont été levés pour construire le futur de cette entreprise Alibaba. Alors, il y a aussi, comme on disait, des spécificités chinoises, une relative faiblesse de l'économie réelle qui a permis un saut, une entrée assez directe dans le numérique. Par ailleurs, un marché chinois qui est énorme, évidemment, 700 millions d'utilisateurs Internet en Chine, 700 millions. Mais quand on regarde l'économie chinoise, une économie traditionnellement assez fragmentée.
entre les provinces, quand vous voulez faire du commerce entre le Guangdong, disons, et le Heilongjiang, il y avait des phénomènes de fragmentation. Or, l'Internet a permis, en un sens, d'avoir un marché plus unifié. Et donc, le succès des entreprises Internet chinoises. Et puis, il y a une autre chose qui est, je dirais, un aspect plus culturel. Et on a les consommateurs chinois sont très rapides à changer les pratiques et ils ont absolument embrassé ce que Internet peut offrir. Je vais vous dire, si vous ouvrez un téléphone portable en Chine, en moyenne, c'est quand même extraordinaire. Vous avez 34 applications sur un téléphone portable d'un consommateur chinois pour prendre un taxi, pour acheter un billet de cinéma, pour payer, peut-être on y reviendra, le commerce électronique. Et par jour, un consommateur chinois va utiliser en moyenne 20 applications, ce qui est absolument gigantesque. Donc, véritablement, la Chine est pleinement entrée dans le numérique. Elle a déjà un impact sur le numérique global. Et c'est évidemment un phénomène à suivre. Et je crois qu'on est tout au début de ce processus. Justement, vous avez mentionné l'entrée en bourse de Alibaba et par rapport à Google. Mais je pense, quand vous dites G2, il y a quand même une nuance entre l'aspect chinois et l'aspect américain, sachant que les États-Unis jouent un rôle dominant parce qu'elles disposent de technologies dominantes. Mais en Chine, l'entreprise, comme vous l'avez évoqué, Alibaba, je pense pour les téléspectateurs, il faut un peu d'explication. C'est une entreprise qui font des commerces sur Internet. Son agrandissement est dû surtout au marché intérieur chinois, mais pas sur un plan international. Je ne sais pas s'il va se développer à l'internationalisation, mais pensez-vous qu'il y a quand même une nuance? Si on parle de G2, ça pourrait créer une sorte de notion qu'il a un équivalent, mais je pense qu'il y a quand même une grande différence. Alors vous avez raison. Google et Alibaba ne sont pas comparables. Mais regardez, moteur de recherche, Google, la Chine a développé Baidu. Sur les réseaux sociaux, absolument essentiels pour le futur de l'Internet. Évidemment, les grands géants américains, Twitter et Facebook. Vous avez en Chine une entreprise qui s'appelle Tencent, qui a créé en 2011, c'est-à-dire il y a 5 ans, une application qui s'appelle WeChat, Weixin. Évidemment, tout le monde utilise cette application extraordinaire en Chine. Vous aussi? Tout à fait. Et j'aime beaucoup cette application parce que je la trouve extraordinaire, aussi très innovative en fait. Mais vous avez des millions de personnes, et c'est en train, on voit le phénomène s'accélérer, à l'extérieur de la Chine, qui utilisent WeChat. Alors, on continue sur le G2. On parlait de moteurs de recherche, on a parlé des réseaux sociaux. Vous avez évidemment YouTube. Le côté chinois, vous avez développé Youku, qui est aussi un instrument numérique très important. Dans le commerce électronique, oui, l'équivalent de Alibaba serait eBay. Mais il se trouve, je vous ai dit, donc Alibaba est rentré en bourse aux États-Unis, donc ce n'est pas la Chine. Et M. Jack Ma était en France il y a quelques jours pour recevoir un honneur important du gouvernement français. Et évidemment, il va mettre à la disposition des entreprises françaises, les petites et les moyennes entreprises françaises, le réseau Alibaba pour qu'elles puissent exporter vers la Chine. Donc l'internationalisation des entreprises numériques chinoises, il est en train de se faire
alors que nous parlons. Continuons le G2, si vous voulez. E-commerce, bon, vous avez, pour les gens qui voyagent, à l'extérieur de la Chine, centré autour des États-Unis, vous avez Expedia. Eh bien, en Chine, vous avez créé une entreprise qui s'appelle Ctrip et qui est tout à fait extraordinaire. Les taxis, évidemment, tout le monde connaît Uber. Uber est présent en Chine, mais vous avez aussi pu développer un compétiteur chinois de Uber qui s'appelle Didi Kuaidi et qui, en fait, réussit plus qu'Uber en Chine. Et il y aura une internationalisation de Didi Kuaidi. Et puis, il y a un point qui est très important. Quand on a parlé de Alibaba, il faut aussi se souvenir que Alibaba et d'autres d'ailleurs ont développé le numérique dans le domaine du paiement électronique. Et ça, ce que les gens ont du mal à réaliser, et donc j'invite tout le monde à regarder de plus près, c'est que dans le domaine du paiement électronique, je dirais que la Chine est en train d'innover et de changer plus rapidement que les États-Unis. Et ça va avoir un impact important sur le commerce international et le système bancaire et financier international. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez à des banquiers, tout le monde parle de la compétition qui vient de Alipay, qui vient de Chefupay et d'autres systèmes de paiement électronique. Alors, dans votre article, vous avez notamment mentionné l'Europe. Je pense qu'il est temps de parler un peu de la situation en Europe. Donc, quel rôle joue l'Europe maintenant, comme vous avez eu coopération avec M. Romano Prodi, qui est l'ancien président de la Commission européenne. Donc, qu'est-ce que vous décrivez comme situation? En effet, si on regarde ce G2 dont je parlais, et je pense que c'est assez clair quand on fait la liste, d'un côté les entreprises américaines, de l'autre côté les entreprises chinoises. Eh bien, ce sont des entreprises qui ont un impact global déjà. On parlait de Google comme moteur de recherche et Alibaba pour le commerce électronique. Des entreprises à taille globale. Or, le problème de l'Europe, pour des raisons diverses, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des jeunes pousses, des start-up, qui sont tout à fait excellentes. Et vous savez que l'écosystème de start-up en France dans le domaine du numérique est très actif et très innovant. Mais c'est un problème de taille. Ces entreprises ne sont pas capables de rivaliser, si je puis dire, dans le grand monde avec ces géants américains et ces géants chinois en construction. D'où mon inquiétude, et aussi je crois l'inquiétude partagée par M. Romano Prodi, est de dire il faut faire attention, il faut que l'Europe, non pas un des États membres ou des États membres, mais l'Europe en tant que telle, existe dans le domaine du numérique, parce que si elle n'existe pas comme telle, l'Europe risque simplement d'être marginalisée dans le grand jeu du XXIe siècle. Vous avez qualifié comme l'oublié du nouvel l'oublié, c'est-à-dire qu'elle oublie l'Europe, qu'elle doit être un des co-créateurs, un des co-designers, un des co-architectes de cette numérique globale du XXIe siècle. Et donc, je pense, par exemple, si vous voulez, quand vous développez ce type de discours en Europe, parfois on me dit, non, ce n'est pas exact, nous avons par exemple Google France, Google Allemagne, Google Italie. Évidemment, Google est une entreprise extraordinaire, mais si vous dépendez de Google pour accéder à l'Internet, alors vous avez Google France, Google Germanie, Google Espagne et d'autres, mais il ne faut pas oublier que c'est Google France, Allemagne, etc., ne sont que des variations sur Googleplex qui est en Californie. Donc l'Europe est, à mon avis, trop dépendante
de l'Internet américain. Mais la solution concrète, selon vous, sera de développer des super entreprises comme Alibaba ou Google Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que, alors, je suis très content pour Alibaba, je suis très content pour Jack Ma, qui est un homme absolument extraordinaire, et il va aider les entreprises européennes à exporter vers la Chine. C'est très très bien. Mais pourquoi l'Europe n'est pas capable, n'a pas été capable d'avoir l'équivalent d'Alibaba en Europe? Alors, évidemment, le marché fragmenté dont on parlait, évidemment, la fragmentation linguistique, mais en fait, c'est un problème technique. Ça serait très, très facile parce que maintenant, on est à un tel niveau de capacité de traduction que l'obstacle linguistique ne tient pas. Mais quand même, je pense qu'il y a cette frein que si Jack Ma veut créer un site, il va créer en chinois et puis ça suffit. Mais si en Europe, si une entreprise veut vraiment devenir une super entreprise, il va avoir des versions, je ne sais pas, français, italien. Mais je crois que ce sont des problèmes techniques parce que d'abord, on peut passer par l'anglais assez facilement et on peut concevoir des systèmes de traduction, ça va très 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 vite, que vous avez même d'ailleurs sur WeChat. Vous avez ce système de traduction. Donc je pense que c'est plutôt une volonté politique. Une volonté politique. De la part de l'Union européenne ? De la part des Européens en général. De penser l'Europe, de faire l'Europe, y compris dans le domaine numérique. Encore une fois, il faut s'appuyer sur des expertises. On commence par la French Tech ou des entreprises aussi très actives et très, très excellentes dans le nord de l'Europe. On pourrait parler de ces entreprises. Mais pour arriver à une taille qui permette à ces entreprises de rentrer en compétition en mondiaux du jour qui sont américains et chinois. Plutôt, genre en Europe, les freins, c'est surtout mental que technique ou... Tout à fait. C'est ni économique, puisque les financements sont à la disposition. L'Union européenne à 28, c'est une économie de 17 000 milliards de dollars, donc c'est absolument gigantesque. Les cerveaux sont aussi présents, mais je dirais, c'est un problème aussi d'ambition. Et j'aime beaucoup votre expression, plutôt l'obstacle mental, ni culturel, je crois, certainement pas économique, donc mental, une ambition. Et la réalisation que le monde est en train d'avancer très très vite. Et on a la preuve, parce que d'aucuns peuvent se dire, mais de toute façon c'est trop tard, puisque les États-Unis sont dans une position dominante, et il sera impossible à l'Europe de rattraper. C'est totalement faux, puisque la Chine démontre qu'on peut non seulement rattraper, ça a été au début un phénomène de rattrapage, mais très vite être dans une situation d'innovation. On parlait du commerce, du paiement électronique, et je pense, et c'est ça qu'il va falloir observer, d'où vont venir véritablement les innovations disruptives dans ce domaine. Est-ce que ça sera États-Unis? Est-ce que ça sera Chine? Il est un petit peu tôt pour se prononcer, mais c'est ça qui va être décisif. Je pense que c'est parce que vous êtes en Chine, vous avez pu prendre ce recul, et puis avec M. Romano Prodi qui a une vision de l'Europe depuis très longtemps, donc vous allez lancer cette affaire. Alors, comment voyez-vous enfin la sécurité de données personnelles? Parce que, comme vous l'avez évoqué, ce ne sont pas les États, ce sont les entreprises. Ça, je pense surtout aux États-Unis où des grands groupes, Google, tout le monde utilise phone maintenant. Comment garantir que les données personnelles soient en sécurité et que
il y a certains disent que dans un futur pas si lointain, une poignée d'entreprises vont dominer le monde. Pensez-vous que c'est une menace réelle? Alors, écoutez, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que ces entreprises dont on a parlé, qu'elles soient américaines ou chinoises, en fait, connaissent, puisque vous et moi, nous utilisons ces entreprises. Donc, elles connaissent la façon dont nous consommons. Elles connaissent avec qui nous sommes en relation. Elles peuvent connaître exactement aussi où nous sommes. Oui. Elles ont entre leurs mains des données, nous rentrons aussi parce que l'ère du numérique, c'est aussi l'ère des big data, cette masse sans précédent de données. Évidemment, ces informations, en un sens, c'est du pouvoir. C'est du pouvoir. Et il faut trouver les bons équilibres, et certainement il y a eu un certain nombre de cas récemment, lorsque les gouvernements demandent à ces entreprises de partager un certain nombre de données, je crois que ces entreprises doivent se plier aux lois qui sont en vigueur dans les différents pays. Donc c'est vraiment, on rentre dans un monde qui est aussi tout à fait nouveau. Et encore une fois, nous sommes au début de l'ère numérique, parce que ça va changer aussi la façon dont nous produisons. Vous savez que, et là, ça, c'est une idée qui est partie de l'Europe, d'un pays européen qui est évidemment l'Allemagne, toute cette problématique sur Industrie 4.0. Ça, c'est très important. Ça va changer la façon dont les usines, les unités de production industrielle sont conçues. Et d'ailleurs, il est très intéressant que la Chine a immédiatement réagi de manière constructive en lançant un plan Agenda Industrie 2025, qui est aussi une façon d'intégrer le numérique dans les unités de production en Chine. Ça, c'est absolument important. Et donc, un futur de plus en plus connecté, Internet of Things, nous aurons bientôt, les endroits où nous allons vivre seront connectés à l'Internet. Un monde plus intelligent, mais effectivement, ça pose le problème de la vie privée. Dans le cas du numérique, tout à fait, toutes ces nouvelles technologies, au fond, elles sont neutres. Tout ça va dépendre de nous, comment nous allons utiliser ces nouvelles technologies. Mais regardez, dans le domaine du numérique, d'ailleurs, qui n'est pas partagé par tous, parce que là, on parle des États-Unis, de la Chine, qui réussissent très bien dans ce domaine, mais il ne faut pas oublier, la majorité de gens sur notre planète n'a pas accès à l'Internet. Donc, pas encore. Donc cette division, cette inégalité du numérique est aussi un problème qu'il ne faut pas oublier. On a parlé brièvement de Industrie 4.0. C'est effectivement la question, est-ce que le numérique, au total, crée des emplois ou détruit des emplois? Alors ça c'est une question ouverte. C'est très difficile à répondre d'ailleurs. Et je pense, pour résumer, les inconvénients, la disparition de l'anonymat dans le futur, par exemple, peut-être c'est le prix qu'il faut payer pour l'avantage que le numérique nous a apporté. Je crois. De toute façon. Il faut savoir se connecter, mais aussi il faut savoir se déconnecter. Voilà. Et ça, c'est très important. Ok, je vous remercie d'avoir partagé vos points de vue très intéressants avec nos téléspectateurs et nous révèle un futur très intéressant. Je vous remercie, chers téléspectateurs, d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.